Soyez convaincus d'une chose, c'est que mon discours est d'un optimisme de combat. Je n'aime pas trop les optimistes crédules, mais je revendique ceux qui se battent pour ce que je vais essayer de vous démontrer. J'ai eu le privilège, depuis 40 ans, d'accompagner des entrepreneurs. J'ai mis 250, je pense que c'est largement plus que 250, qui étaient des patrons européens. En appliquant une règle qui est celle de l'analyse financière, c'est-à-dire d'aller chercher derrière les chiffres, derrière l'apparence, quelle est la réalité. Et je dois dire que j'ai été stupéfait parce que nous avons tous constaté qu'il y a une sorte de banalisation à dire « bah oui, on est dans un épisode de croissance à crédit ». Très bien. Mais posons la question, et s'il n'y avait pas le crédit, qu'y a-t-il ? Et c'est cette stupéfaction que j'ai découverte, c'est que si on prend le cas de la France, dans les 40 ans qui ont précédé la pandémie, s'il n'y avait pas eu ce crédit, la France aurait été en récession. Mot terrifiant, mais qui correspond à une réalité, certes hypothétique, mais qui est une réalité. Et nous ne sommes pas les seuls. En fait, les États-Unis sont dans une situation encore plus grave que la nôtre, et dans mon échantillon, j'ai également pris le cas du Royaume-Uni. Et le chiffre que vous voyez, que vous pouvez faire par vous-même avec les données de la Banque mondiale et de l'OCDE, c'est que dans cette période-là de 40 ans, pour générer 1% de croissance, il fallait augmenter la dette de 2%. Cette situation, bien entendu, n'est pas soutenable. Mais par contre, elle nous éclaire, en tout cas, elle m'a éclairé, sur, pour moi, une espèce de métamorphose. Le poète dirait « nuitamment et sans bruit », parce que personne ne l'a vue, cette métamorphose. Et pourtant, elle est vraie. C'est-à-dire que pendant les 2 siècles qui ont été de la machine à vapeur aux 30 Glorieuses, on a connu ce qu'en analyse financière, on appelle une prospérité organique. Et le mot de « organic » en anglais veut dire « bio ». Oui, nos aïeux ont connu une prospérité bio, une prospérité naturelle, une prospérité inclusive. Et chose étonnante, c'est que c'est au moment où cette prospérité s'est infléchie, et nous verrons pourquoi après, dans les années 60 à 70, que l'on a littéralement sacralisé le mot de croissance. Personne, dans les 2 siècles précédents, n'avait utilisé ce mot de croissance. On parlait d'expansion, on parlait de progrès, on parlait de développement, mais pas de cette croissance. Donc c'est au moment même où elle s'est mise en déclin que ce mot de croissance, cet indicateur de croissance, est devenu la boussole de nos existences. Étant donné que cette croissance est maintenant tributaire d'un accroissement qui lui est supérieur de la dette, je prends la liberté de dire que nous sommes passés à une prospérité toxique. Et cette prospérité toxique, en fait, pour en comprendre la profondeur, il faut regarder ce qui est inadmissible. L'inadmissible, c'est que la cause profonde de la croissance, et c'est-à-dire avant de la prospérité, c'est les gains de productivité. Ces gains de productivité, à partir des années 70, ont décliné. Alors il y a eu un sursaut,
que ma génération a connue, certains dans la salle ont connu, c'est celle de l'arrivée d'Internet dans la vie économique. Et aujourd'hui, on se raccroche à cet épisode de sursaut dans le déclin qui est inadmissible, inacceptable, parce que toutes les politiques sont sur la croissance, qui est elle-même construite sur l'idée que cette productivité va revenir. Les néolibéraux ont voulu forcer le destin et ils ont concocté plein de choses, mais une sorte de potion magique en mélangeant la technologie, beaucoup de croissance de la dette, de création monétaire et un soupçon d'activisme financier. Le but recherché, c'était ce fameux effet richesse que les banquiers centraux ont officiellement annoncé comme étant le but de leur politique, avec une espérance que cet effet richesse engendrerait le fameux ruissellement par lequel la richesse viendrait irriguer l'ensemble de nos économies. Ça n'a pas été le cas. On a simplement obtenu un effet patrimoine qui d'ailleurs est strictement et directement proportionnel au niveau de croissance de l'endettement. Quelles sont les conséquences? J'en retiens 3. La première, c'est mon trognon de pomme, parce que c'est l'épuisement des ressources naturelles et toute la problématique climatique qui va derrière. C'est l'enjeu du siècle, ne nous trompons pas. Le deuxième, ce sont les crises financières. Il y en aura une. Quand, comment, de quelle ampleur, personne ne le sait, mais il y en aura une parce que c'est dans la nature même de notre système. Mais ce n'est pas là que je veux vous emmener. Je veux vous emmener sur, pour moi, le risque le plus grave, qui est le retour du dialogue mélien. De quoi s'agit-il? Dans sa guerre contre Sparte, il y a exactement 2500 ans, Athènes débarque sur l'île de Mélios, ou Mélos, et les Méliens commencent ce que Thucydide a appelé un dialogue, le dialogue mélien. Les Méliens disent « Mais vous n'avez pas besoin de nous conquérir. On est des gentils, on est pacifistes, on n'a pas d'armes, et en plus on est neutre, donc vous pouvez passer votre chemin. » La sentence fut monstrueuse. Les hommes ont été exterminés et les femmes et les enfants réduits en esclavage. Comment Athènes, la mère patrie de la démocratie, a-t-elle pu entériner à cette époque-là que c'est le rapport de force qui doit être le rapport dominant? Et c'est contre ce dialogue mélien que les 2000 ans qui ont suivi de l'Occident chrétien ont essayé de contenir, de réduire et d'espérer une éradication de ce rapport avec l'arrivée par les Lumières de l'état de droit, de la notion du contrat, du débat, et non pas du rapport de force. J'évoque ça parce que la prospérité vertueuse que j'ai décrite précédemment a été le dernier terreau nécessaire à réaliser ce que je considère comme un chef-d'œuvre, c'est le vivre ensemble. Cette notion moderne d'inclusivité, de respect de l'autre, de prospérité commune, de bien commun, etc., certes, c'était le résultat d'une pensée, mais c'était surtout le résultat de 2 siècles d'une prospérité vertueuse. À partir du moment où on est passé d'une prospérité vertueuse à une prospérité toxique, je dis,
qu'il y a un risque de ne plus connaître ce vivre ensemble dont nous pouvons être très fiers. Je ne peux pas accepter le fait qu'il y ait cette espèce de condamnation. Alors je vous propose quelques règles. La première, c'est d'admettre que nos politiques sont dans l'impasse. Pourquoi ? Parce que je les côtoie à Bruxelles, à Paris, aux États-Unis, au Canada. Ils ont un raisonnement parfaitement rigoureux, mais sur un postulat qui est faux, qui n'est plus celui de la réalité. La deuxième chose, c'est d'admettre l'absurde. Nous entendons, mais pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, et même aux États-Unis, que la dette qui ne cesse de croître serait remboursée par une croissance qui est elle-même dépendante de l'augmentation de la dette. Nous savons que les raisonnements circulaires ne marchent pas. Que faire ? Je propose de revenir aux fondamentaux du libéralisme. Et pour ça, de restaurer 3 choses. La première, c'est de ne pas faire ce que l'on a tendance aujourd'hui à faire, qui est de confondre la notion de progrès avec la notion d'innovation ou de technologie. Non. Le progrès avec un P majuscule, c'est ce que Victor Hugo a défendu en 1848 à l'Assemblée nationale. C'est un progrès immense, c'est celui qui permet aux êtres humains de sortir de la souffrance. On a toujours cru que c'était de la misère. Non, de la souffrance. Ça, c'est le progrès, et il faut que ça redevienne l'objectif. La deuxième chose, il ne peut pas y avoir de libéralisme s'il n'y a pas une économie de marché. Et une économie de marché, ça veut dire une régulation forte. Et il n'y a pas de régulation forte s'il n'y a pas des sanctions proportionnelles aux entraves qui sont faites aujourd'hui, sous nos yeux, à la libre concurrence. Troisième recommandation, c'est la légitimité du capitalisme. C'est le cœur de mon métier. Cette légitimité, elle a toujours été d'être proportionnelle, que sa rémunération soit proportionnelle au risque pris par l'investisseur. Ce n'est plus le cas. De Toronto à Singapour, on est aujourd'hui avec un capitalisme mondial qui recherche les rendements du risque sans prendre de risque. Pour conclure, c'est cette photo, c'est l'enthousiasme qu'elle dégage de se vivre ensemble. Et ce que je vis en tant que banquier, c'est que, c'est une suggestion, mais c'est que ce n'est plus un problème économique. On veut le traiter comme un problème économique. Non, c'est fini. Nous sommes face à un problème anthropologique, ou à défaut psychologique, sociologique, mais ce n'est plus du ressort de l'économie. Et pour conclure, il y a une astuce, parce qu'il va falloir pas mal d'années pour que l'on arrive à passer d'une idée à la prise en compte dans les politiques de cette réalité. L'astuce, elle est simple, et je l'ai expérimentée au niveau des entreprises. C'est que si le cap s'appelle la pérennité, et non pas la croissance immédiate des résultats, les entreprises que j'ai accompagnées, y compris certaines communautés urbaines, traversent toutes les crises sans dommage.